Salut à tous, je suis le coach conduite. On est là aujourd'hui pour faire un examen blanc du code de la route, donc un test de 40 questions qu'on va corriger ensemble. Donc après chaque question, je vous donnerai l'explication, la réponse, l'exception, etc. Tout ce qu'il faut pour que vous soyez plus à l'aise et que vous puissiez avoir votre code rapidement. Donc je vous laisse attraper un papier, un stylo et on va démarrer. Il y a d'autres tests qui arrivent qui vont être plutôt intéressants. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les infos et savoir quand ça sort et pouvoir en profiter avant de passer votre examen de code. Allez, on est parti avec la première question. Hop, et on y va. Première question. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, une question sur le dépassement. Donc, on voit qu'on est en ville. Hein, pas de problème, la tour Eiffel, ça nous dit bien qu'on est en agglo. Donc, le feu est orange clignotant. Donc, quand le feu est orange clignotant, ça veut bien dire que le feu ne fonctionne pas. D'accord? Donc, s'il ne fonctionne pas, il faut qu'on se rapporte à un éventuel panneau qui serait fixé au feu. Or là, on constate qu'il n'y a pas de panneau qui est sur le feu. Donc, si le feu ne fonctionne pas, c'est la règle de la priorité à droite. Donc là, on voit bien qu'il y a un véhicule qui est là, le véhicule blanc qui vient de droite, il n'y a pas de marquage particulier, donc je vais devoir lui céder le passage. Donc il est interdit de faire un dépassement lors d'une intersection si on n'y est pas prioritaire. Or là, le fait que le feu ne fonctionne pas, c'est la règle de la priorité à droite, on n'est pas prioritaire, donc je ne vais pas continuer le dépassement. En plus, je vois bien que le véhicule qui est à côté, il est en train de freiner. Donc je continue pas mon dépassement, je vais même ralentir, laisser passer le véhicule, et ensuite je pourrais y aller derrière, ou même devoir m'arrêter. Mais en tout cas, on ne dépasse pas lorsqu'on est à une intersection dans laquelle on n'est pas prioritaire. Donc réponse B. Question 2. La consommation d'alcool a pour effet d'augmenter le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Très bien. Alors on parle d'alcool. Donc la consommation d'alcool a pour effet d'augmenter le temps de réaction. Alors j'espère que vous savez ce qu'est le temps de réaction. En tout cas, je vais vous donner quelques petites explications qui, je l'espère, vont vous aider. Donc ici, on a plusieurs informations, c'est l'influence sur le véhicule. Donc il faut savoir que votre véhicule, quand il est là, entre le moment où vous voyez quelque chose et le moment où vous arrêtez, il se passe plein de choses. C'est ce qu'on appelle la distance d'arrêt. D'accord? Donc le moment où vous voyez, vous commencez à freiner, et le moment où votre véhicule se stoppe. Donc il est constitué de deux choses. Il est constitué du temps de réaction et de la distance de freinage. Donc le temps de réaction, c'est quoi? Le temps de réaction, c'est le moment où vous voyez la chose arriver et le moment où vous réagissez. D'accord? C'est très simple, vous prenez un stylo, vous le lancez à votre copain, à votre voisin, et vous voyez combien de temps il met pour réagir et commencer à amorcer le geste pour attraper le stylo. Donc le temps de réaction, c'est ça. Donc il faut savoir que le temps de réaction, il a des influences. Et les influences, c'est quoi? Ça peut être 1. La consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants, la fatigue aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes fatigué, forcément, s'il est 2 heures du matin, vous êtes moins réactif, vous êtes moins vif que s'il est 14 heures et que vous êtes en pleine forme. L'alcool, c'est la même chose. Il a une incidence sur le corps et du coup, votre temps de réaction va être plus long. C'est-à-dire que vous allez mettre plus de temps à réagir. Donc, le temps de réaction, il est influencé par l'être humain, d'accord? Par le conducteur, puisque c'est relié directement à lui. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la distance de freinage. Donc ça, c'est dû à la voiture. Donc le moment où les pneus vont se mettre à freiner et le moment où le véhicule va s'arrêter avec la force de la vitesse, etc. Donc votre distance d'arrêt, elle est constituée du temps de réaction et de la distance de freinage.
La distance de freinage, elle est donc liée au véhicule. Donc, si elle est liée au véhicule, ce qui peut influencer la distance de freinage, c'est quoi? C'est l'état de la route, s'il pleut, si c'est verglacé, si la route est pas bonne, s'il y a des gravillons, etc. Donc, vous voyez que dans votre distance d'arrêt, il y a deux choses. Il y a le conducteur, vous, avec les influences qui peuvent faire que vous allez réagir plus longuement et du coup, vous allez mettre plus de temps pour vous arrêter. Donc l'alcool, les stupéfiants, la fatigue. Et ensuite, la distance de freinage qui est, elle, liée au véhicule. Et ce qui va allonger la distance de freinage, ça va être la chaussée qui est mouillée, le verglas, la neige, etc. Ok? Donc ça, je vous le dis parce que les questions de code, elles tournent autour de ça. Donc vous voyez, là on vous parle du temps de réaction. On aurait pu aussi vous parler de la distance de freinage en vous disant s'il pleut, est-ce que ma distance de freinage est augmentée? Il faut faire attention parce qu'augmenter, ça peut parfois induire en erreur. On se dit non, ça ne peut pas l'augmenter, au contraire ça diminue, mais en fait non. Donc ce qui a une incidence sur la distance de freinage, c'est-à-dire le véhicule, c'est toute l'infrastructure. Donc l'état de la route, la pluie, la neige, le verglas, etc. Et le temps de réaction, c'est lié à l'humain, donc la fatigue, l'alcool, la drogue, etc. Donc plus vous avez d'alcool dans le sang, de stupéfiants ou autre, et plus vous allez être un peu engourdi et vous allez mettre du temps à réagir. Alors, hop, autre chose. On revient sur notre test. Donc la consommation d'alcool a pour effet d'augmenter le temps de réaction. Oui, plus je vais, c'est ce qu'on avait dit juste avant, plus je vais consommer d'alcool et plus mon temps de réaction va être long. Est-ce qu'il augmente la vigilance? Non, pas du tout. Hein, quand on a bu, quand on est sous stupéfiant ou autre, on n'est pas forcément plus vigilant, bien au contraire, on est un peu plus endormi et donc un peu moins bien. Donc là, la réponse, c'était la réponse A et la réponse D. Ok? Et retenez bien la distance d'arrêt avec la distance de freinage et le temps de réaction, le cumul des deux. Les questions de code, elles portent sur ça. Soit ça vous correspond, c'est l'être humain, et à ce moment-là, ça a une incidence sur le temps de réaction. Soit c'est le véhicule et l'infrastructure, et c'est la distance de freinage. Ok, allez, on enchaîne avec la question 3. Question 3. Quelle est la situation la plus dangereuse? La situation 1, réponse A. La situation 2, réponse B. Alors, une petite mise en situation. On voit bien qu'il nous met deux photos. Alors, la première situation, il a un stop, pas de souci, on est en agglomération, on est en train de rouler, on est prioritaire. On voit bien ici que le conducteur est là et donc il a une bonne visibilité vers nous. Donc il n'y a pas de souci particulier, il s'est arrêté, il sait qu'on arrive, donc il n'y a pas de danger particulier. Ici par contre, on voit bien qu'il arrive de l'autre côté, il est à gauche, sur la chaussée de gauche. Et là il n'a pas de fenêtre à l'arrière, d'accord? C'est une voiture qui est faite pour les travaux avec à l'arrière très très peu de fenêtres, donc très très peu de visibilité. Et comme il y a peu de visibilité, ça veut dire que là, le conducteur qui est placé à gauche, il va devoir se pencher pour observer et voir si on arrive, s'il y a une voiture qui arrive ou pas. Donc la situation la plus dangereuse, ça va être plutôt la situation 2, parce que sa visibilité est moins bonne. Donc on aura la possibilité, là par exemple, d'utiliser par communication le klaxon. De klaxonner pour lui dire qu'on arrive et qu'on est là, un petit peu comme quand une voiture recule pour sortir de son stationnement. Donc, quelle est la situation la plus dangereuse? C'est la situation numéro 2, donc la réponse B. Question 4. À gauche, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, question de stationnement. Donc, quelques questions à se poser avant de pouvoir répondre. Donc, à gauche, est-ce que je peux? Déjà, à gauche, de manière générale, on roule à droite. Pour pouvoir se garer à gauche, il faut être sûr que quoi? Il faut être sûr que ce soit un sens unique. Donc, on voit là derrière les véhicules qui sont garés à gauche et à droite. On voit qu'il n'y a qu'une seule voie. Ok, très bien. Donc, on est en sens unique et du coup, on a la possibilité de se garer à gauche. Maintenant, il faut voir si le code me le permet, s'il n'y a pas de marquage ou autre. Là, on constate que les places qui sont à gauche sont réservées aux taxis. Donc, si c'est une voie particulière réservée aux taxis, on n'a rien à y faire, forcément. Donc, à gauche, est-ce que je peux stationner? Non, je ne peux pas, puisque je vais gêner les autres, et notamment les taxis. Est-ce que je peux m'arrêter? Non plus. Je m'arrêterai ailleurs, je trouverai une place plus loin, mais je ne gêne pas les places handicapées, les places de taxi ou les emplacements de bus. Donc, est-ce que à gauche je peux stationner? Non, réponse B. M'arrêter? Non, réponse D. Question 5. Je suis bien placé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, c'est facile, on perd pas de temps dessus. En marche normale, je roule toujours à droite. Donc, on voit bien que là, je suis sur une voie rapide. Je suis dans la voie la plus à droite. Je gêne personne. Donc, oui, je suis bien placé en marche normale. Pas de problème. Question 6. Le taux de rejet en gaz carbonique, CO2, d'un véhicule neuf est inscrit sur une étiquette énergie? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la carte grise? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le CE2, c'est dans l'air du temps, vous en entendez beaucoup parler. Donc, le taux de rejet de gaz carbonique d'un véhicule est inscrit sur une étiquette énergétique. Donc, si vous savez pas, vous pouvez pas le deviner. Donc, une étiquette énergétique, vous l'avez peut-être déjà vu si vous achetez une télé, si vous achetez une machine à laver, vous avez toujours maintenant une étiquette énergétique qui vous dit si sa note c'est A, c'est B, c'est C, etc. Donc, pour les véhicules, c'est pareil. Quand vous achetez un véhicule neuf, vous avez une étiquette énergétique qui vous indique si elle consomme beaucoup, si elle rejette beaucoup de CO2 ou pas. Donc, un véhicule neuf, donc, que vous achetez au magasin, oui, il a une étiquette énergétique qui vous donne les informations importantes suivantes, dont le rejet de gaz carbonique, le CO2. Donc oui, réponse A. Et sur la carte grise, oui aussi, il y a un endroit sur la carte grise où il est noté le rejet de CO2 du véhicule. Donc, sur une étiquette A, sur une carte grise, oui aussi, avec la réponse C. Question 7. Je peux circuler en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, nous voilà sur nos feux. Donc, on analyse rapidement la situation. On se rend compte qu'on est hors agglomération. Très bien. Donc, si on est hors agglomération, ça veut dire qu'on roule à 90 minimum. On sait que c'est un double sens puisque là, de l'autre côté, on a une ligne discontinue. Ok, pas de problème. Donc, hors agglomération, quand on roule vite, on a besoin d'avoir un maximum de visibilité. Il faut savoir que les feux de croisement, ça éclaire à 30 mètres. D'accord? Donc 30 mètres de visibilité quand vous êtes à 90 km/h, c'est juste. Donc, hors agglomération, lorsque ce n'est pas éclairé, vous devez rouler en feu de route. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que vous passez de 30 mètres de visibilité à 100 mètres de visibilité avec vos feux de route. Alors, bien sûr, si vous croisez un autre véhicule, vu que les feux de route éblouissent beaucoup à 100 mètres et vont gêner les usagers d'en face, il va falloir que vous repassiez en feu de croisement, comme son nom l'indique, pour pouvoir croiser l'autre véhicule, et ensuite vous pourrez repasser en feu de route. Mais lorsque vous êtes hors agglomération, non éclairé,
vous devez rouler en feu de route. Donc, est-ce que je peux rouler en feu de croisement? Non, c'est pas suffisant, pas assez, j'ai pas assez de visibilité, donc je suis en danger. Est-ce que je peux rouler en feu de route? Oui, je peux et je dois rouler en feu de route. Donc, réponse B et réponse D. Question 8. En cas d'accident matériel, le constat amiable permet à l'assureur d'accélérer le traitement du sinistre? Oui, réponse A. Non, réponse B. De déterminer les responsabilités? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le constat amiable, je vous souhaite de ne pas avoir à en faire, ou en tout cas le moins possible. En tout cas, si ça arrive, il faut savoir que en cas d'accident matériel, le constat amiable permet à l'assureur d'accélérer le traitement du sinistre, oui. Alors pourquoi? Parce que si vous utilisez ce constat-là, eh ben forcément, il y a des cases qui sont pré-remplies, c'est beaucoup plus facile, vous l'envoyez à votre assurance et le traitement va plus vite. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi faire un constat sur une feuille blanche. Vous pouvez ne pas avoir de constat dans votre véhicule, sortir une feuille blanche, noter les informations du conducteur avec qui vous avez eu l'accident, noter les vôtres, faire un dessin et mettre une petite explication en disant je sortais du stationnement ou je me suis arrêté, etc. et l'envoyer à votre assureur. Un exemplaire pour votre assureur, pour le sien. Donc, l'avantage d'avoir un constat déjà pré-rempli, comme celui-ci, permet d'accélérer le traitement du sinistre et d'être remboursé plus vite, ou en tout cas pris en charge plus vite. Mais ce type de constat-là, il n'est pas obligatoire, on peut aussi le faire sur une feuille blanche. Sachez-le, je ne vous le dis pas pour rien parce que vous avez des questions de code où on vous le demande. Donc, d'accélérer le traitement du sinistre, oui, réponse A. Ensuite, de déterminer les responsabilités. Bah oui, c'est à ça que ça sert un constat, c'est de dire où est-ce que vous étiez, quelle manœuvre vous faisiez, et comment on vous est rentré dedans, ou comment vous êtes rentré dans l'autre. Et puis ensuite, l'assurance, ils vont regarder en fonction du code de la route, et ils diront qui a raison, qui a tort, et ensuite, ils détermineront les remboursements à faire. Voilà, donc déterminer les responsabilités, oui, ça permet aussi de savoir qui est en tort et qui ne l'est pas. Donc réponse A et réponse C. Question 9. J'entre dans un lieu dit, réponse A, dans une agglomération, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h, oui, réponse C, non, réponse D. Allez, pareil, Monsieur Code, là, il veut savoir si vous connaissez la définition de ce panneau. Panneau à fond noir écrit en blanc, c'est un lieu-dit. Donc, en fait, un lieu-dit, c'est un regroupement d'habitations, mais qui n'est pas assez grand pour créer une agglomération. Voilà, pour créer une agglo, une ville. Donc, c'est vraiment des endroits qu'on trouve hors agglomération, où il y a vraiment 2-3 maisons, et du coup, ça s'appelle un lieu-dit. Mais c'est pas une agglomération, donc c'est pas soumis à la règlement des agglomérations qui dit qu'en agglo, on doit rouler à 50. Donc, est-ce que j'entre dans un lieu-dit? Oui, réponse A. Dans une agglomération? Non, puisque l'agglomération, on le sait, c'est le panneau blanc à fond écrit avec les écritures en rouge, le nom de la ville. Donc, comme on n'est pas dans une agglomération, est-ce que la vitesse est limitée à 50? Ben non, elle n'est pas limitée à 50, elle peut être à 30 ou elle peut être à 70. En tout cas, ce panneau-là n'a pas cette application-là de la limitation de vitesse à 50. Donc, réponse A et réponse D. Question 10. Pour tourner à droite, je passe avant la voiture blanche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant le cycliste? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, alors, on analyse un petit peu la situation. Donc, vous l'avez vu là quand on a fait le test sur les priorités.
c'est le véhicule blanc qui est là, c'est lui qui va couper notre voie de circulation. Donc c'est celui qui coupe la voie de circulation de l'autre qui forcément doit céder le passage, puisqu'il nous coupe le passage. Donc, pour tourner à droite, est-ce que je passe avant la voiture blanche? Oui, je passe avant, puisque je suis dans ma voie et donc prioritaire. Est-ce que je passe avant le cycliste? On voit bien que là, le cycliste, il n'a pas de panneau, il n'y a pas de stop, il n'a pas de céder le passage, donc il va être prioritaire et je vais devoir passer après le cycliste. D'accord? Le cycliste, je vous rappelle qu'il fait partie des usagers qui sont fragiles, donc il faut y faire attention. Pourquoi ils sont fragiles? Forcément, puisqu'ils n'ont pas de carrosserie, ils n'ont pas de ceinture de sécurité, ils ont juste un casque, et du coup, ça peut être dangereux. Juste pour vous donner une idée et que vous le sachiez, les chances de survie quand on se fait rentrer dedans par un véhicule à 30 km/h, elles sont de 90%, donc c'est plutôt pas mal. Le risque d'être tué, il est de 10%. À 50 km/h, on a 20% de chances de survivre. À 50. C'est quand même beaucoup, donc on risque d'être tué à 80%. Et à 70 km/h, en gros, on n'a aucune chance de s'en sortir. Si vous êtes heurté par une voiture à cette allure-là, vous êtes quasiment sûr d'y rester. Donc, c'est pas des choses qui sont anodines. Et les piétons, les cyclistes font partie, les motocyclistes aussi, les motos, ils font partie des usagers qui sont plus fragiles. Donc, il faut y faire attention, c'est important. Et Monsieur Code, il veut être sûr que vous l'avez bien compris et que vous ne ferez rien de dangereux quand vous aurez votre permis et que vous pourrez conduire. De toute façon, votre moniteur vous le rappellera. Si vous avez tendance à vouloir passer avant, il se fera un plaisir d'arrêter la voiture et de freiner pour vous expliquer que ce que vous faites est dangereux. Donc je passe avant la voiture blanche, oui, et je passe pas avant le cycliste. Donc non, D. Question 11. Je peux dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Très bien, un dépassement, ça aussi on l'a fait, hein. On a un test de 20 questions dessus. Je vous invite à aller voir si vous avez des doutes. Donc, on a un véhicule qui est devant nous, on voit dans le rétroviseur qu'on n'a personne, que c'est un sommet de côte, mais ça ne nous concerne pas, ce sera plus pour ceux qui arrivent en face. D'ailleurs, on a une ligne mixte. Ceux qui arrivent en face, comme ils ont un sommet de côte, eux, ils ont une ligne continue. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de dépasser. Par contre, nous, on a une ligne discontinue de notre côté. Ça veut dire qu'on a le droit de dépasser. Il faut être sûr qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait personne qui arrive en face. On voit bien ici qu'on a une ligne discontinue, ça veut dire qu'on est en double sens et qu'il peut y avoir des véhicules qui arrivent en face. Donc on a une bonne visibilité, on est hors agglomération, donc on roule à 90 ou à 70, donc on remplit tous les critères pour pouvoir faire un dépassement en toute sécurité. D'accord? Le dépassement, je vous rappelle, les 5 conditions pour pouvoir dépasser. Il faut, 1, que la route soit libre sur la distance nécessaire au dépassement, forcément. On ne doit pas gêner les usagers qui viennent en sens inverse. Aucun usager venant de l'arrière ne doit être sur le point de nous dépasser. Alors sur le point de nous dépasser, ça veut dire avoir mis son clignotant. À partir du moment où il a mis son clignotant, ça veut dire que vous devez lui céder le passage. Avoir la possibilité de se rabattre à droite et avoir une réserve d'accélération ou une vitesse suffisante pour pouvoir faire le dépassement. Alors, hop, pour vous donner une idée, là on est à 90 puisque on a bien vu qu'on était hors agglomération. Le véhicule d'en face, si on a l'intention de le dépasser, c'est qu'on se rend compte qu'on va beaucoup plus vite que lui. Il faut qu'il soit au moins à 70 km/h pour avoir au moins une réserve de 20 km/h pour pouvoir faire le dépassement. Avec notre réserve de 20 km/h, il va nous falloir 250 mètres pour pouvoir dépasser. D'où l'intérêt de bien regarder au loin et de voir si effectivement il n'y a personne qui arrive et si on va avoir le temps de commencer notre dépassement et de le finir en toute sécurité. Donc là, toutes les conditions sont réunies. Donc, est-ce que je peux dépasser? Oui. Juste une dernière chose aussi, pas de doute sur la ligne mixte. En tout cas, j'espère. Je vais vous montrer juste signalisation pour dépasser.
Voilà, non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc voilà les types de lignes qu'on peut rencontrer et qui vont influencer notre dépassement. Donc c'est la première chose à voir en plus. Quand on a une ligne discontinue, pas de problème, ça veut dire qu'on a le droit de dépasser. La ligne continue, c'est pas négociable, on ne peut pas dépasser sauf exception, c'est-à-dire un véhicule lent ou un véhicule qui est arrêté. Une ligne mixte, donc c'est la situation qu'on a là. Vous avez d'un côté une ligne continue pour ceux qui arrivent en face et de notre côté une ligne discontinue. D'accord? Donc toujours quand vous avez ça, il faut regarder de quel côté est la ligne discontinue. Si elle est de votre côté, vous pouvez. Sinon, vous ne pouvez pas. Ok? Hop, allez, on continue. C'est reparti avec la question 12. Question 12. Dans toute l'agglomération, la vitesse est limitée à 70 km/h? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dépassements sont interdits? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, allez, encore de la signalisation. Donc, on a plein d'informations là et plein de panneaux. Donc, on le lit rapidement. On voit bien ici qu'on a une agglomération. Ok, pas de problème. On nous indique que dans cette agglomération, tant qu'on sera sur cette route, c'est une route à caractère prioritaire. Très bien. On nous dit que dans toute l'agglomération, la vitesse est limitée à 70. Or là, on constate deux choses. La première chose, c'est que le panneau de 70 n'est pas accolé au panneau d'agglomération. Donc, ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, il est placé derrière. Donc la limitation de vitesse à 70, elle n'est pas forcément dans toute l'agglomération. Elle est à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. D'accord? Chaque panneau de vitesse, c'est ça. Il prend effet à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Donc là, est-ce que c'est dans toute l'agglomération? Non, réponse B. Est-ce que les déplacements sont interdits dans toute l'agglomération? Non, non plus, le panneau, c'est le même système, il n'est pas fixé sur le même pied que notre panneau d'agglo, et il est même plus loin. Donc, ça veut dire que ça ne concerne pas toute l'agglomération, mais par contre, que ça concerne la route sur laquelle on est, et jusqu'à la prochaine intersection. Ok? Donc, non et non. Donc, B et D. Question 13. Je vais aborder une descente dangereuse. À 50 mètres, réponse A. À 150 mètres, réponse B. À 400 mètres, réponse C. Ok, allez, encore de la lecture de la signalisation. Vous savez que les questions de code, à l'examen du code, les questions de signalisation sont les plus nombreuses sur les 40 qui vont vous être posées. Donc là, on a un panneau de danger qui nous indique qu'on va avoir une descente de 8%. Donc 8%, ça veut dire qu'on va descendre de 8 mètres tous les 100 mètres. D'accord? Donc ensuite, on a un panonceau en dessous. Il faut savoir que chaque panneau ne vaut que par son panonceau, qui nous indique 400 mètres. Donc ça veut dire que le début de ce danger est à 400 mètres. Donc est-ce que je vais aborder une descente dangereuse à 50? Non. 50 mètres, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de panonceau et qu'on serait en agglomération. 150 mètres, c'est la distance quand on a un panneau sans panonceau, mais hors agglomération. Et là, comme on a un panonceau qui nous indique 400 mètres, à ce moment-là, c'est la réponse C. Alors, je vais vous montrer les panonceaux. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est à peu près le même type de panneau. Donc là, on voit que le panonceau, il est fixé en dessous des deux panneaux. Donc le virage à droite commence à 200 mètres et la limitation de vitesse à 50 km/h commence aussi à 200 mètres. C'est-à-dire que le fait de l'avoir mis en dessous des deux panneaux sur le même pied, ça veut dire que les deux sont gérés par ces 200 mètres. Or, comme on l'a vu nous sur la question qu'on a eue avant, lorsque le panonceau est juste en dessous, à ce moment-là, ça ne concerne que le panneau qui est au-dessus et non pas celui qui est en dessous. Donc la vitesse est plafonnée à 50 km/h pour tous les usagers, pas de problème.
Et là, on nous indique que pendant 4,5 km, on rencontrera une succession de virages. Il faut bien faire attention aux flèches sur les panonceaux. Okay, quand vous avez des flèches vers le haut, ça veut dire que ça prend effet à partir du panneau et sur la distance qui est donnée. Donc à partir du panneau et jusqu'à 4,5 km. Si vous aviez l'inverse, c'est-à-dire que vous avez la flèche vers le bas, ça veut dire que ça se passe avant et jusqu'au panneau et que ça se termine à ce panneau-là. D'accord ? Donc les panonceaux qu'on peut avoir, qui sont là comme ça, ici, on peut vous donner aussi sur une limitation de vitesse en vous disant que ça va être limité à 70 à 4,5 km. Là, on a le panonceau qui nous indique qui est le dessin exact du carrefour qu'on va rencontrer. Ça, c'est le panneau qu'on a vu avant. Et puis ensuite, on en a là un dernier, interdiction de stationner, 50 mètres. Donc voilà les types de panonceaux qu'on peut rencontrer. Surtout, retenez bien celui-ci et celui-là. C'est-à-dire que si le panonceau est sous son panneau, il ne concerne que lui. S'il est en dessous de deux panneaux, il concerne les deux. Et donc, hop, pour notre question, 400 mètres, réponse C. Question 14. J'avance jusqu'à la voiture grise. Réponse A. Je m'arrête sur le passage piéton. Réponse B. Je reste où je suis. Réponse C. Bon, elle est facile, on perd pas de temps avec ça. On voit bien que le carrefour est bouché. Ça sert à rien de venir se mettre juste derrière, d'être à moitié sur le passage piéton et en plus de gêner le véhicule qui est là à gauche. Donc je reste là où je suis et je facilite le passage. Donc vous le savez, on ne doit jamais se retrouver coincé au milieu d'une intersection ou d'un carrefour et le gêner. Parce que vous pouvez avoir une amende avec ça. Vous voyez peut-être quand vous prenez le bus à Paris ou ailleurs d'ailleurs, parfois il y a de grands damiers au milieu des carrefours. Donc maintenant ils ont rajouté ces damiers-là et si vous vous retrouvez coincé là, à ce moment-là, vous avez une amende qui est encore plus forte parce que vous n'avez pas à vous mettre là et c'est ce qui crée les embouteillages. Donc là, je suis courtois, je reste où je suis et je laisse passer le véhicule qui est devant moi et les éventuels piétons qui veulent traverser. Donc réponse C. Question 15. Ce panneau signifie dépassement interdit, réponse A. Fin d'interdiction de dépasser, réponse B. Je dépasse, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon là on a eu l'explication juste avant, normalement j'espère que vous vous êtes pas trompé. Donc première chose, Monsieur Code, il veut savoir si vous connaissez ce panneau. D'accord ? Donc ce panneau là, c'est le pendant de... Alors, attendez, est-ce que je l'ai signalisation du dépassement, je l'ai là. Donc là vous avez interdiction de dépasser, ok ? Et le panneau qu'on a, nous, ici... ça veut dire que c'est la fin de l'interdiction de dépasser. Voilà, tout simplement. Donc, ce panneau signifie dépassement interdit. Non, ça ne veut pas dire ça. Fin d'interdiction de dépasser. Oui, ça veut dire qu'à partir du panneau, on a de nouveau le droit de dépasser. C'est la définition de ce panneau blanc barré avec les deux véhicules l'un à côté de l'autre. Ensuite, Monsieur Code, il veut savoir si on dépasse ou pas. Donc, première question à se poser. On voit que là, on a une ligne une ligne de dissuasion qui peut nous autoriser à dépasser. On voit ici qu'on a une ligne discontinue, ça veut dire qu'on est en double sens et qu'il y a des véhicules qui peuvent arriver en face. Est-ce qu'on a une visibilité assez bonne pour s'engager ? Non, on n'a pas de visibilité assez bonne. Vous vous rappelez que tout à l'heure, là, il nous fallait 250 mètres pour pouvoir dépasser. C'est quand même plutôt long, donc il faut qu'on ait au moins 250 mètres de visibilité vers l'avant. Or là, on n'en a pas, donc le manque de visibilité nous empêche de dépasser. Du coup, est-ce que je dépasse ? Non. Donc, réponse B et D. J'espère que là, vous n'êtes pas trompés et que vous avez tous bien répondu. Question 16.
Est interdit le stationnement? Réponse A. L'arrêt? Réponse B. L'interdiction s'étend sur 2000 mètres? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pareil, Monsieur Code, il veut, comme d'habitude, une définition de panneau. Donc le panonceau, on l'a fait avant, j'espère que ça a été pour vous. Ce panneau-là, il faut le connaître. C'est quoi? C'est un panneau qui nous indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter. Donc, pas de problème. Si vous ne le connaissez pas, il faut l'apprendre. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a notre panonceau avec les deux flèches. Vous vous rappelez, les deux flèches, elles partent du panneau vers le haut. Donc, ça veut dire qu'à partir du panneau et sur 2000 mètres, il est interdit et de s'arrêter et de stationner. Ce qu'on peut comprendre, hein, on est en raglo, on voit bien que là, à l'accotement, il n'y a absolument pas de place pour se stationner, même pour s'arrêter. Et du coup, on forcerait les autres à faire une manœuvre dangereuse, à dépasser, pour nous dépasser, ce qui serait dangereux pour eux. Donc, est-ce qu'il est interdit de stationner? Oui, bien sûr. Réponse A. Est-ce qu'il est interdit de s'arrêter? Oui, aussi. Réponse B. Est-ce que l'interdiction s'étend sur 2000 mètres? Oui, réponse D. Donc, les bonnes réponses étaient A, B et D. Donc, oui, hein, au code, hein, ça existe. Hein, vous pouvez avoir 3 réponses. Vous ne pouvez pas toutes les avoir. Vous ne pouvez pas sélectionner les cartes, c'est pas possible. Mais vous pouvez en avoir une, vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir 3 sur 4. Question 17. Le feu vient juste de s'allumer et mes amis m'incitent à passer. J'accélère? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, Monsieur Code, il vous teste un peu là, il veut voir si vous avez du caractère ou pas. En gros, on voit bien là que le feu est clignotant, ça veut dire qu'il faut absolument s'arrêter, que les barrières vont descendre et qu'un train va passer. Donc il n'y a pas à discuter si vos amis sont en train de vous dire vas-y, t'as le temps, on est pressé, etc. Il ne faut pas les écouter. C'est pas leur vie, c'est pas leur voiture, c'est pas leur assurance, c'est pas tout ça. Donc c'est vous qui êtes responsable. Dans ces cas-là, est-ce que j'accélère? Non. Bien sûr, je m'arrête et je vais attendre que le train passe. Et une fois que la barrière se sera relevée, je pourrai repartir. Question 18. Avant de franchir cette intersection, je peux faire un appel lumineux? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de franchir cette intersection, donc on voit là qu'il y a une rue à droite, il faut qu'on se pose la question, on voit pas de stop, pas de céder le passage, ça veut dire que c'est à nous de céder la priorité, et c'est une priorité à droite, pas de problème. On a parlé juste avant, je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement klaxonner pour donner l'information aux véhicules qui ne nous voyaient pas, pour dire qu'on est là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de communication, utiliser le klaxon et les feux, c'est une forme de communication parfois. C'est pas que pour enguirlander celui qui est devant, ou l'insulter, ou lui dire n'importe quoi. C'est aussi pour signaler notre présence. Donc le klaxon, par exemple, quand on est en montagne, c'est des routes étroites et sinueuses et que ça tourne. Comme on n'a pas de visibilité dans le virage, parfois klaxonner, ça permet à l'autre qui arrive de savoir qu'il y a un véhicule et de se serrer pour que le croisement se fasse facilement. Là, on ne peut pas klaxonner. Pourquoi? Parce qu'on est en agglomération et que ça réveillerait tout le monde, c'est de la nuisance. Par contre, l'avantage de la nuit, c'est qu'en faisant un appel de feu, ça se voit très bien et c'est même mieux que le klaxon parce que le klaxon, vous pouvez être en train d'écouter de la musique et ne pas l'entendre. Alors qu'un appel de feu, vous allez très certainement le voir. Donc avant de franchir cette intersection, est-ce que je peux faire un appel lumineux? Oui, bien sûr. J'utilise mes feux de route, je fais un appel lumineux pour signaler ma présence, comme j'ai très peu de visibilité, et je vais essayer de m'engager en toute sécurité. Pas de problème. Question 19. La chaussée est glissante. En permanence? Réponse A. Temporairement? Réponse B. Je ralentis? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ok.
Allez, c'est pareil, ça fait, je vous le dis souvent là dans les vidéos, il y a beaucoup de questions faciles, il y en a une trentaine comme ça qui est facile sur lequel il ne faut pas perdre de joker, il faut essayer de ne pas se tromper. Ça en fait partie, Monsieur Code, il vous a tout donné. Donc il vous met un panneau de danger en vous disant que c'est un virage qui est dangereux où vous pouvez éventuellement perdre de l'adhérence et glisser. Donc c'est un panneau à fond jaune. Les panneaux à fond jaune, ce sont les panneaux souvent de travaux et surtout qui sont temporaires. Ok, donc la réponse B, panneaux à fond jaune, ils sont temporaires. Est-ce que je ralentis? Forcément, on vous met un panneau de danger, on vous dit que le virage est dangereux, on vous dit qu'il y a des travaux et que vous risquez de glisser. Est-ce que je ralentis? Oui, bien sûr. Donc réponse B et réponse C. Question 20. Je tourne à droite. Je passe le premier? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je passe le premier? Alors, toujours le même système. Moi, que j'aille tout droit ou que je tourne à droite, je suis dans ma voie. Je quitte pas ma voie, je quitte pas mon axe. Par contre, le véhicule qui est là, lui, il est dans sa voie et il va venir couper notre voie de circulation, il va venir emprunter notre voie. Donc comme il va venir l'utiliser alors qu'il n'y est pas, c'est à lui de nous céder le passage. Donc si je tourne à droite et même si j'allais tout droit, je passerai en premier et le véhicule qui arrive là devra nous laisser la priorité. Question 21. Téléphoner avec un kit Mali. Alors celle-là, je la passe parce que du coup, ça a changé. La réglementation a changé, donc il faut qu'on passe à autre chose. Je vous donnerai les normes exactes. Donc, question 22. Question 22. Dans cette situation, je dois me rabattre à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir? Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est parti trop vite. Alors, dans cette situation, est-ce que je dois me rabattre à droite? Donc si je me rabats à droite, on constate quoi? Que je vais franchir une ligne continue, qu'il y a là des véhicules qui sont en train d'avancer, que je risque de surprendre tout le monde. Donc bien sûr que je dois laisser le passage, la priorité au véhicule d'urgence qui est derrière moi, mais je ne dois pas pour autant faire quelque chose de dangereux qui créerait un nouvel accident et qui serait encore plus dangereux que la manœuvre que je suis en train de faire. Donc est-ce que je dois me rabattre à droite? Non. Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que vous pensez que là, si vous ralentissez, vous risquez pas de surprendre le SAMU qui est derrière? Donc, est-ce que je dois ralentir? Non, je vais garder mon allure, et on voit bien que là, il a la voie de gauche pour me dépasser. Il va me dépasser tranquillement. Quand il sera à ma hauteur, là, à la limite, je pourrais peut-être éventuellement lâcher l'accélérateur et le laisser passer un peu plus facilement. Mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de faire de manœuvre dangereuse, ni en me mettant à droite, ni en ralentissant, puisqu'il est proche de moi et je risque de le surprendre et il va peut-être me rentrer dedans. Donc, réponse B et réponse D. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un petit quelque chose. Voilà. Pour que vous le sachiez, les usagers prioritaires aux intersections. Donc, prioritaire là, hein, on est d'accord. Hein. Donc, c'est la police, la gendarmerie, l'incendie, donc les pompiers, le SAMU, le SMUR ou les douanes. Donc eux, lorsqu'ils ont leur avertisseur sonore, ils sont autorisés à ne pas respecter le code de la route. C'est important de le savoir. C'est pour ça que parfois ils roulent en sens inverse, ou qu'ils dépassent, ou qu'ils grillent des feux, etc. On se doit de leur céder le passage. Ils sont en intervention et puis souvent certains ont des vies entre leurs mains. Donc on connaît toute l'importance. Par contre, tous les autres ne sont pas prioritaires. Donc, néanmoins, on doit leur faciliter le passage, dans la mesure du possible. Donc, le bus qui quitte son stationnement, lui, il est prioritaire. Mais dans cette deuxième catégorie, on a, par exemple, les médecins de nuit,
Vous avez le gaz, souvent, ils ont des choses comme ça. Les ambulances, attention, les ambulances, c'est quelque chose de privé. Donc quand vous serez en conduite avec votre moniteur à l'examen et autres, ils ne sont pas prioritaires. Par contre, forcément, comme ils ont un gyrophare, on va essayer dans la mesure du possible de leur faciliter le passage. En tout cas, pour les questions de code, regardez bien, si c'est la police, gendarme, pompier, SAMU, SMUR ou douane, obligatoire, vous devez leur céder la priorité. Par contre, tous les autres ne sont pas prioritaires. Ok ? Vous pouvez avoir la question au code, essayez de ne pas vous faire avoir avec ça, parce que Monsieur Code, parfois, peut être un peu vicieux. Voilà, on continue. Question 22. Dans cette situation, je dois... Question 23. Je suis passé au feu vert. Je fais signe aux piétons de traverser. Réponse A. Je mets le clignotant gauche. Réponse B. Je m'écarte à gauche. Réponse C. Ok. Donc, j'ai eu le feu vert. Je m'engage dans mon carrefour. On voit bien ici qu'il y a une dame qui est là. Elle est en train d'attendre. On voit qu'il y a une camionnette qui est là et qui est mal garée. Et surtout, qui va me gêner. Donc, est-ce que je fais signe aux piétons de traverser? Non, certainement pas. Je vois là qu'il y a un bus qui arrive. Donc, si vous lui dites de passer, vous allez vraiment la mettre en grande difficulté parce qu'elle va s'engager. Le bus aura peut-être pas forcément la visibilité et il y a un risque d'accident. Donc, elle est là et elle va attendre. Elle s'est positionnée là parce qu'il y avait la camionnette pour avoir une meilleure visibilité. Donc, je lui fais pas de signe. Pas du tout. Est-ce que je mets mon clignotant à gauche? Oui. Est-ce que je m'écarte à gauche? Oui, je vais m'écarter pour pouvoir éviter la camionnette et revenir à ma place. Donc le bus qui est là à gauche, il est à distance qui est raisonnable. En plus, là, on a une intersection. Il faut que j'y reste le moins longtemps possible. Donc je mets mon clignotant gauche et je m'écarte. C'est pas vraiment un dépassement. On va juste chevaucher la voie des bus et revenir rapidement à notre place. Donc réponse B et réponse C. Question 24. Au feu pour tourner à droite, je reste dans cette voie? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passerai avant le cycliste? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, même question que tout à l'heure. Je pense que là, vous vous êtes pas trompé. Ok, donc le feu est vert. Pour tourner à droite, je reste dans cette voie. Oui, je reste dans cette voie. Pourquoi? C'est une voie de bus et cycliste. Même pas, c'est pas une voie de bus, c'est une voie Si, bus et cycliste. Donc, c'est pas ma voie, elle est réservée, j'ai rien à y faire. Donc oui, je suis bien placé, pas de problème. Donc je reste dans cette voie. Ah, est-ce que je passerai avant le cycliste? C'est la même situation que tout à l'heure. Il n'a pas de céder le passage, il n'a pas de stop. Donc il va falloir que je m'arrête et que je le laisse passer. Au passage, ici, vous avez le marquage au sol, les damiers dont je vous parlais tout à l'heure, pour vous dire que vous ne devez pas vous retrouver bloqué à cet endroit, sinon vous risquez d'avoir une amende. Donc, réponse, je reste dans cette voie, oui, réponse A. Je passerai avant le cycliste, non, réponse D. Question 25. Ce panneau indique une vitesse limitée, réponse A, une fin de vitesse limitée, réponse B, une vitesse minimale obligatoire, réponse C, une vitesse conseillée, réponse D. Allez, facile, c'est dans les 30 questions qui sont simples, sur lesquelles il ne faut pas se tromper. On regarde le panneau et on donne la définition. Définition, fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70. Donc, est-ce que c'est une vitesse limitée? Non. Une fin de vitesse limitée? Non. Une vitesse minimale obligatoire? Non plus. Une vitesse conseillée? Non, c'est pas une vitesse conseillée du tout. Donc, on est là, réponse B, une fin de vitesse limitée. Donc, vitesse conseillée, c'est pas du tout ça. Minimum obligatoire, non plus.
Donc réponse B, fin de vitesse limitée. Pareil, hein, c'est une des simples, c'est juste une définition de panneau, donc pas de souci particulier. Question 26. Je tourne à droite. Je céderai le passage à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. En face? Oui, réponse C. Non, réponse D. Voilà un panonceau, donc vous connaissez ce panneau, route à caractère prioritaire, et en dessous on a le panonceau qui détermine le carrefour sur lequel on est. Donc l'axe prioritaire, on voit que c'est l'axe qui est en gras, là qui tourne à gauche, et on nous dit que je tourne à droite. Donc là, si je tourne à droite, est-ce que je céderai le passage à gauche? Non, j'ai pas de raison de céder le passage à gauche, puisque je croise personne. Donc pas de souci. Est-ce que je céderai le passage en face? Non, non plus, puisque ceux qui vont arriver en face auront soit un stop, soit un céder le passage, puisque eux ne sont pas en gras. Ok? Donc réponse B et réponse D. Question 27. Je peux dépasser immédiatement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question elle est bien parce que c'est une des exceptions hein, du code. Donc vous pourrez souvent la voir. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ici, on nous demande de dépasser déjà. Donc on est sur une chaussée à 2 voies, séparée par un terre-plein central. Donc c'est limité à 110. On voit ici qu'on a une ligne continue. Là, la ligne de rive à gauche, c'est une ligne continue. Ça veut dire que on est en sens unique et que personne ne peut arriver en face. Donc pour le dépassement, déjà, on sait que on n'a pas à observer s'il y a des véhicules qui arrivent en face. La deuxième chose, c'est est-ce que la règle nous autorise à le faire ou pas? Donc quand on a une ligne de dissuasion, on est censé ne pas dépasser, puisqu'on nous dissuade de dépasser. On le fait que dans de très rares exceptions, si c'est un véhicule qui est arrêté, si c'est un véhicule lent. Mais aussi l'autre exception, c'est cette situation-là. Alors pourquoi? Vous allez voir, c'est très simple. Parce que on met une ligne de dissuasion. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre un... Hop. Je vais vous mettre une vidéo. Alors. Voilà, autoroute. Ok, voilà. Alors, voilà l'idée et voilà pourquoi c'est une ligne, on met une ligne de dissuasion. On met une ligne de dissuasion pour dissuader les véhicules qui sont dans la voie de gauche et qui roulent vite de passer de la voie de gauche à la sortie. Et en fait, couper la route. Donc cette ligne de dissuasion, qui est là, d'ailleurs on la voit après, ça redevient une ligne continue, elle est là pour empêcher cette voiture-là de couper la route et de prendre la sortie. Bah forcément, pourquoi? Parce que c'est dangereux pour celui qui est là parce qu'il s'y attend pas, et il y a un risque de collision qui est important. Donc là, on met une ligne de dissuasion qui les empêche de le faire. Pourquoi? Parce que on considère que si c'est trop tard pour sortir, il faut qu'ils continuent et qu'ils prennent la prochaine sortie. Or, vous savez très bien qu'il y en a qui respectent pas ça et qui le font. Donc cette ligne de dissuasion, elle ne concerne que ceux qui arrivent de la voie de gauche pour prendre la sortie. Mais si vous êtes dans cette situation-là, vous avez le droit de dépasser le véhicule qui est devant. Ok? Faut juste le savoir, c'est une exception. C'est un peu particulier parce que là, sur une question comme celle-là, c'est un peu dur à voir. Mais vous pouvez l'avoir dans les questions d'autoroute qui sont dans votre examen de code. Sachez-le, parce que Monsieur Code, il vous met toujours la question avec l'exception pour savoir si vous la connaissez. Donc, est-ce que je peux dépasser immédiatement? Oui, je peux. Je peux franchir cette ligne de dissuasion puisqu'elle ne me concerne pas. Elle ne concerne que les véhicules qui sont dans la voie de gauche pour les empêcher de prendre la sortie à droite. Ok?
Donc vous le retiendrez, ligne de dissuasion, on a le droit de la franchir quand on est sur autoroute ou sur voie rapide, chaussée à 2 voies, que dans un sens, mais pas dans l'autre. Question 28. Je suis bien placé pour m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Allez, question de stationnement. Bon, est-ce qu'on est bien placé? Là, très concrètement, on voit que c'est un double sens. Donc là, en se garant ici, ça veut dire que j'étais dans la voie de droite, j'ai pris un sens interdit, j'ai traversé la voie de ceux qui arrivaient en face pour venir me stationner à gauche. J'ai absolument rien à faire à gauche et surtout dans ce sens-là. Si vraiment j'avais voulu me garer là, il aurait fallu que je continue, que je trouve le moyen de faire demi-tour, un rond-point, une intersection, et ensuite revenir et me garer dans le bon sens. Puisque forcément, à chaque fois que je vais redémarrer, je vais me mettre en danger parce que je vais devoir traverser la voie des véhicules qui arrivent en face, et en plus surveiller ceux qui arrivent dans le même sens de circulation que moi. Donc je suis bien placé pour m'arrêter? Non, ni pour stationner. B et D. Question 29. Je laisse repartir le bus, réponse A, ou je passe, réponse B. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on a mis pour pouvoir dépasser, c'était pas là, c'est pour les catégories des véhicules prioritaires. Vous vous souvenez, on avait mis que le bus qui quitte son stationnement est prioritaire. Alors, c'est vrai, en agglomération. Je vous ajoute une précision. Hors agglomération, c'est pas le cas. Ils ne sont plus prioritaires. Mais en agglo, si vous n'avez pas votre permis et que vous prenez souvent le bus, vous voyez bien que quand ils redémarrent de leur arrêt de bus, ils mettent leur clignotant et ils sortent. Et c'est aux autres véhicules de faire attention. Donc là, dans cette situation-là, on est en agglomération. On voit bien que le bus est à l'arrêt, mais il n'a pas mis son clignotant. Donc ça veut dire qu'il est en train de faire monter et descendre des usagers, mais qu'il n'a pas encore l'intention de repartir. Donc on doit ralentir et céder le passage au bus à partir du moment où il met son clignotant. Ça veut dire qu'il communique avec nous et qu'il nous donne son intention de quitter son stationnement. Donc, je laisse partir le bus ou je passe? Non, je passe, puisqu'il n'a pas encore mis son clignotant. Il aurait mis son clignotant, oui, on l'aurait laissé repartir. Question 30. La durée moyenne du temps de réaction du conducteur est d'environ 3/10 de seconde, réponse A, 1 seconde, réponse B, 2 secondes, réponse C. Alors, la durée moyenne du temps de réaction, donc on revient un petit peu à l'explication qu'on a eue tout à l'heure, est d'environ 3/10, 1 seconde, 2 secondes. Bon, il faut le savoir, c'est 1 seconde. D'accord? C'est une moyenne, bien sûr, puisque si vous prenez un pilote de Formule 1, vous prenez Schumacher ou Alonso ou Lewis, ben forcément, il conduit des Formule 1 à 300 km/h, et s'il est champion, c'est parce que lui, son temps de réaction, il est beaucoup plus bas. Et c'est ce qui fait de lui un champion et qui lui permet de rouler aussi vite. Mais la moyenne pour un être humain lambda, ou normal, entre guillemets, c'est 1 seconde. Donc la durée moyenne du temps de réaction du conducteur est d'1 seconde. Vous vous souvenez de ce qu'est le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le moment où vous voyez l'obstacle devant et le moment où vous réagissez. C'est-à-dire que le moment où votre pied arrive sur la pédale de frein. Ça, c'est le temps de réaction. C'est le moment où vous observez, vous réfléchissez et ensuite vous réagissez. Petite question par rapport à tout à l'heure. Vous vous souvenez ce qui a une influence sur le temps de réaction? L'alcool, les stupéfiants, la fatigue. D'accord? Le temps de réaction, c'est l'humain. Ok, donc réponse B, 1 seconde. Question 31. Je circule sur une autoroute? Réponse A. Sur une route européenne? Réponse B. Sur une route nationale? Réponse C.
Alors, toujours pareil, les panneaux, ils se lisent de haut en bas. Donc on voit que c'est un panneau à fond bleu. Donc panneau à fond bleu, on sait qu'on est sur une autoroute, pas de problème. Donc je circule sur une autoroute, oui, réponse A. Sur une route européenne. Alors c'est quoi la route européenne? Vous voyez ici, on a le panneau à fond bleu, on sait qu'on est sur l'autoroute. On sait qu'à 8 km, il y a Isoire. Et à 45 km, on aura Clermont-Ferrand. On voit aussi le cartouche rouge là qui nous indique qu'on est sur l'autoroute numéro A75. Et puis à côté, vous voyez, vous avez un cartouche vert qui lui nous dit E11. Alors E11, c'est quoi? C'est une route européenne. La route européenne, c'est quoi? C'est que on a créé des itinéraires et des routes partout en Europe pour ceux, par exemple, qui viennent d'Allemagne, d'Italie, de Bulgarie, etc. Donc, comment ils peuvent le faire? Ils vont suivre de chez eux une route européenne qui sera la E11. Et du coup, ça leur permet de savoir quelle sera leur trajectoire, quel sera leur itinéraire et comment le prendre. Donc, on a toujours ici, nous, le nom français pour nous, c'est la A75. Et pour les étrangers, et notamment les Européens qui suivent un road trip différent, de savoir qu'ils sont sur une route européenne, et la route européenne numéro 11. Donc, savoir si c'est la bonne ou pas. Donc, A, B, et c'est tout. Ça ne peut pas être une route nationale, puisque sinon, ce ne serait pas une autoroute. Ce serait soit l'un, soit l'autre. Donc, 31, on a la réponse A et la réponse B. Question 32. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je cède le passage en face. Réponse B. Allez, priorité. Alors, même système, on se pose la même question que tout à l'heure. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que le véhicule qui coupait notre voie de circulation, comme c'est lui qui vient couper notre voie de circulation, donc nous, on va tout droit, on n'a rien demandé, c'est lui qui nous cède le passage. Là, même problème. Qui doit céder le passage à l'autre? C'est celui qui a l'obstacle. Donc, le véhicule, il est sur son chemin, sur sa voie, c'est à lui de ralentir et de patienter pour pouvoir dépasser. Et donc, on doit nous passer et c'est lui qui doit nous céder le passage. Donc, est-ce que je ralentis et je passe? Oui, parce que je ralentis quand même, on ne sait jamais, il pourrait quand même s'engager ou penser qu'il y a la place, etc. En tout cas, on passe le code, on est des gens sécures, bien comme il faut, on fait attention, on montre à Monsieur Code, je ralentis, oui, je ralentis, ça coûte rien et ça me permet d'être plus en sécurité. Est-ce que je cède le passage en face? Non. Donc, réponse A. Question 33. Je dois allumer les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, pareil, c'est facile. On sait que quand il y a des embouteillages et qu'on arrive sur une file ininterrompue, le dernier véhicule de la file met ses feux de détresse. Pourquoi? Pour prévenir ceux qui arrivent derrière. On voit qu'on est sur une voie rapide où on roule au moins à 90 km/h. Donc, quand les feux de stop sont allumés, on ne sait pas si vous êtes en train de freiner ou si vous êtes arrêté, parce qu'on arrive de loin et on arrive vite. Donc, le dernier de la file donne l'information à ceux qui arrivent derrière qu'il faut absolument commencer à ralentir vite parce que la file est arrêtée. Donc, moi, là, je ne suis pas le dernier de la file, puisque derrière, j'ai un véhicule. Donc, ça ne sert à rien pour moi d'allumer mes feux de détresse. Donc, non, réponse B. Question 34. Ce panneau annonce un passage éventuel d'animaux domestiques? Oui, réponse A. Non, réponse B. La présence possible de troupeaux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Très bien, panneau de danger. Donc implanté, ça veut dire que le danger arrive rapidement et on nous donne une particularité, on voit une vache à l'intérieur. Donc ce panonceau, il annonce quoi? Un passage éventuel d'animaux domestiques. Oui, pourquoi? La vache, le cochon, le mouton font partie des 3 animaux qui sont domestiqués par l'homme. Donc dans le panneau, on peut vous mettre un des 3. Voilà, ça veut dire que ce sont des animaux qui sont domestiques. Donc, est-ce qu'un passage éventuel d'animaux domestiques? Oui, bien sûr. La présence possible d'un troupeau.
Donc vous voyez là, Monsieur Code, il essaye de vous la faire à l'envers et de vous faire douter un peu. Oui, s'il y a un animal, il peut y avoir des animaux. Ça peut être soit un animal, soit un troupeau. Donc je dois m'attendre à tout. J'ai pas de panonceau là qui me dit qu'il y en a qu'un, ou il y en a deux, ou il y en a trois. Donc A et C. Question 35. Ce feu annonce un danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse traverser ce piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que ce feu annonce un danger? Donc le feu clignotant, oui, toujours, un peu comme tout à l'heure avec le passage à niveau pour le train. Quand vous avez un feu clignotant, oui, bien sûr, ça vous annonce un danger. Donc on voit bien que là, le danger, c'est qu'il y a un passage pour piéton. Là, on a un piéton qui est là, qui est en train d'attendre. Alors, il n'est pas vraiment au bord, il ne regarde pas vraiment. Et puis derrière, j'ai un véhicule qui est proche. Donc ce feu annonce un danger, oui. Est-ce que je laisse traverser ce piéton? Il n'est pas engagé. Donc non, réponse D. Ok, alors pas de psychotage sur ça. Hein. Si on avait là, Monsieur Code, il veut pas vous piéger, il est loin, il est loin du passage, il est en train d'attendre. Donc on peut passer sans problème. S'il avait voulu que vous vous arrêtiez, il vous aurait vraiment mis le piéton au bord, ou alors il l'aurait engagé. Ok, comme c'est une photo pour l'examen de code et que c'est pas une situation, pour les piétons c'est compliqué. Donc soit il vous l'engage, c'est-à-dire qu'il a un pied, ou alors vraiment il vous regarde et on voit qu'il est engagé, soit il est en train d'attendre. Ok, donc faites attention à ça. À partir du moment où il attend et il regarde pas, ça veut dire qu'on peut y aller, qu'on peut passer. Donc réponse A et réponse D. Question 36. J'entre dans une zone où le stationnement est contrôlé par disque, réponse A, gratuit, réponse B, payant, réponse C, à durée limitée, réponse D. Allez, du stationnement. Donc, on nous dit que j'entre dans une zone où le stationnement est. Donc, on a vu ici qu'on avait là le panneau avec le petit symbole. Donc, contrôlé par disque. Oui, ce symbole-là, c'est le symbole du disque. Donc, ça veut dire que pour stationner et être en légalité, il faut que vous ayez un disque qui soit posé sur votre tableau de bord. Gratuit. Oui, il est gratuit, puisque le disque, vous le récupérez soit à la mairie, soit chez les commerçants qui vous le donnent souvent parce que vous venez acheter chez eux, ils vous donnent le disque. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, il faut savoir que le disque, en tout cas, il est gratuit. Donc, contrôlé par disque, oui. Gratuit, oui. Est-ce qu'il est payant? Non, puisqu'il est contrôlé par disque. S'il était payant, ce serait un autre symbole. Et à durée limitée. Oui, il est à durée limitée, puisque sur le disque, vous allez mettre votre heure d'arrivée et vous allez avoir, par exemple, une heure de stationnement gratuit. Donc, vous mettez l'heure d'arrivée et vous le posez sur votre tableau de bord. Comme ça, quand les pervenches passent pour vous mettre une amende, eh ben, ils vont regarder l'heure. Et si vous êtes dans le bon créneau horaire, eh ben, à ce moment-là, ils ne vous mettent pas d'amende. Par contre, si vous avez mis votre disque et que vous êtes stationné pour une heure et que vous avez dépassé, forcément, vous aurez une amende. Donc là, pour les stationnements, hop, on voit les panneaux qui sont là. Donc, vous voyez, votre disque, il est là. D'accord? C'est ce symbole-là ou ce symbole-là. Donc, il est gratuit, à durée limitée et donc contrôlé par disque. Donc, vous avez ces trois questions que vous aurez à chaque fois sur les questions de stationnement avec l'examen du code. Vous aurez aussi ce panneau-là qui vous indique, là par contre c'est un horodateur, donc c'est payant. Donc il est à durée déterminée, bien sûr, toujours, puisque vous payez pour une heure, pour une demi-heure, etc. Mais par contre c'est payant à la machine.
Et enfin, le dernier, c'est lorsqu'on a le disque et que en plus, on a des informations sur les quinzaines pendant lesquelles on peut stationner ou pas. Donc là, ça veut dire que c'est gratuit, que c'est à durée limitée, contrôlé par disque et alterné. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai fait un cours dessus, vous pouvez regarder sur la chaîne, il est noté, et le faire, comme ça vous aurez toutes les informations sur ça. En tout cas, 3 possibilités pour le stationnement, soit c'est payant, ce symbole-là, le symbole du parc-mètre, soit c'est gratuit et c'est avec un disque, soit c'est avec un disque gratuit et en plus alterné. En tout cas, en tous les cas, pour ces 3-là, c'est gratuit. Hop, allez, on continue. Allez, accrochez-vous, il en reste plus que 4 et après on a terminé. Question 37. Ce panneau indique une aire piétonne. Réponse A. Une zone de rencontre. Réponse B. Une zone 30. Réponse C. Une voie verte. Réponse D. Allez, pareil, c'est une définition de panneau, il faut le connaître. Si vous ne le connaissez pas, bah, il faut l'apprendre. Donc, ce panneau-là, c'est une aire piétonne. D'accord? Donc, c'est la réponse A. Vous voyez en plus là que c'est bloqué, que les véhicules n'y ont pas accès, à part des livraisons entre 8h et 10h par exemple. Donc, réponse A, une aire piétonne. Question 38. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, là, avec tout ce qu'on a fait, je pense que vous êtes des pros sur le déplacement, j'espère que vous n'êtes pas trompés. Donc, on se pose quand même les deux questions. 1, est-ce que la règle m'y autorise? Donc, on voit ici que c'est une ligne discontinue, donc ça veut dire qu'il y a des véhicules qui peuvent arriver en face. Et là, on a une ligne discontinue qui m'autorise le dépassement. Donc, la règle, elle me permet le dépassement. Ensuite, est-ce que la situation me le permet? Je contrôle mon rétroviseur, il n'y a personne qui est en train de me dépasser, donc pas de souci. Ma visibilité est très bonne vers l'avant, pas de problème. En plus, je constate que c'est un camion, qui est un véhicule qui ne doit pas rouler très vite. Donc, est-ce que je peux dépasser? Oui, toutes les conditions sont là pour que je puisse dépasser mon véhicule. J'espère que là, vous n'êtes pas planté parce qu'on en a fait pas mal et que vous arriverez toujours à vous poser les deux questions pour ne plus avoir de doute. Question 39. Il commence à faire nuit. Je peux circuler sans feu. Réponse A. En feu de position seule. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. Ok. Alors, petite analyse de la situation. On constate quoi? Qu'on a une chaussée à 2 voies séparée par un terre-plein central. On voit là la ligne continue qui nous indique qu'on est en sens unique. Donc, chaussée à 2 voies séparée par un terre-plein central, c'est limité à 110. Ok. On voit bien qu'il commence à faire nuit. On me demande si je peux rouler sans feu. Non, je peux rouler sans feu uniquement le jour et quand c'est bien éclairé, donc quand il fait beau. En feu de position seule. Les feux de position seule, on les utilise la nuit. On peut uniquement quand on roule dans une agglomération bien éclairée. En gros, vous roulez sur les Champs-Élysées, il y a de la lumière partout, que vous soyez en feu de croisement ou en feu de position seule, ça suffit, les feux de position seule, vous pouvez conduire avec. Ensuite, en feu de croisement, on roule en feu de croisement quand on est en agglomération ou alors quand on est hors agglomération. Et en feu de route, on roule en feu de route quand on est hors agglomération non éclairée. Ok, on a vu la question tout à l'heure. Donc là, dans cette situation-là, je vais rouler en feu de croisement. Je ne peux pas utiliser de feu de route parce que déjà, c'est pas nécessaire, il ne fait pas nuit noire. Et en plus, il y a du monde autour de moi et du monde qui arrive en face. Donc je pourrais les éblouir. Feu de position seul, ça ne suffit pas. Parce que ça va juste me permettre d'être vu, mais pas de voir au loin. Feu de position seule, uniquement pour la ville bien éclairée. Et sans feu, bah non, certainement pas.
Donc réponse C. Question 40. Lors d'un départ à froid, il est préférable de faire chauffer le moteur à l'arrêt? Réponse A. De rouler en douceur dès que le moteur tourne? Réponse B. Bon, c'est pareil, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le deviner. C'est déjà parti, mais c'était la réponse B, c'est-à-dire qu'on roule doucement, hein, tranquillement, pour faire chauffer son moteur, plutôt que de laisser tourner sur place. Voilà, donc réponse B pour la dernière. Vous voyez ici les réponses qui s'affichent. Si vous voulez rechecker un petit peu le nombre de fautes que vous avez fait. J'espère que vous n'en avez pas fait trop. Après, c'est un examen blanc de 40 questions avec plein de thèmes qui sont abordés, donc ça facilite un peu les erreurs. Là, je vous mets la deuxième partie des réponses. S'il veut bien. Bon, ça va arriver. Voilà, je vous laisse revoir un petit peu les thèmes qui vous posent des problèmes, puisque vous le savez, en fait, il y a des questions sur lesquelles vous ne savez pas répondre. Vous savez si c'est sur les feux, sur les priorités, sur les dépassements. À ce moment-là, retournez sur le thème, et puis c'est pareil, c'est 20 questions, vous les faites, vous les notez, et puis comme ça, c'est 20 questions que sur ce que vous ne connaissez pas, et vous aurez l'explication, et ça vous aidera un petit peu plus à avancer et à avoir votre code. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces informations vous auront aidé et puis que vous aurez votre code bientôt. Si vous êtes encore en cours de formation, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres vidéos et pour qu'on continue d'essayer de vous aider au maximum pour que vous puissiez avoir votre code de la route le plus rapidement possible. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.